L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre, ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Parlons hypnose avec Jonas. Bien le bonjour, chers auditeurs, et vous reconnaîtrez à ma voix qu'on a déjà beaucoup rigolé parce que je me retrouve à Saxon, dans le cabinet d'Olven Tattoo, où on soigne la tête et on pique la peau. Bienvenue Jonas, chez toi. Comment tu Merci. vas? Ça va bien, merci. Voilà, vous entendez peut-être notre voix, on a déjà bien rigolé, discuté avant, on a mangé une bonne petite pizza pour parler un peu du temps qui a passé depuis notre dernière entrevue. Bon, on s'est vu entre-temps, mais on n'a pas enregistré, hein, on ne peut pas que faire des podcasts non plus. Et puis, Jonas a choisi un thème, bah, ça faisait depuis le début qu'on dissertait sur le podcast qu'il avait posé, il faut qu'on parle d'hypnose. Alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Ben, on va en parler après, mais par contre, ça fait partie de ton métier, enfin de Mhm. tes métiers. Raconte-nous un peu ton histoire, Jonas. Comment t'es arrivé à cette hypnose? Pour les personnes, avant qu'il commence, parce qu'il est chaud comme de la braise là, les personnes qui se demandent qui est Jonas, il y a un podcast qui existe, c'est l'Esprit de Dagaz, où Jonas raconte en 2 épisodes sa vie passionnante et mouvementée. Donc, si vous voulez être à jour, écoutez d'abord ces épisodes-là avant d'entrer dans le monde de l'hypnose. Ouais, effectivement, c'est une bonne indication parce que ça fait partie du processus, c'est la suite un peu logique de ça. Donc, ma découverte de l'hypnose, je souffrais entre autres, mais si on va par couche, on dira en surface, je souffrais d'insomnie. Je mettais 2-3 heures de temps pour m'endormir en général. Et puis, moindre petit bruit, je me réveillais. Et puis là, c'était plus possible, c'était fini. Donc, je dormais peu. Et puis, ça commençait à venir vraiment pesant, autant pour ma santé que pour le quotidien. C'était plus vraiment tenable. Et puis, je cherchais des solutions alternatives parce que pour moi, les solutions médicamenteuses m'intéressaient pas. C'était à quel âge ça? Ça, c'était à bonne question, 24 ans, par là autour. Donc un peu plus d'une dizaine d'années. Voilà, un peu plus d'une dizaine d'années. Et puis c'est comme ça que je suis tombé sur l'hypnose. Donc ce que je connaissais d'hypnose, c'est plus ou moins ce que la majorité des gens connaissent, c'est ce qu'on a vu à la télé, des émissions, spectacles, spectaculaires, tous autant plus l'un que l'autre. Copperfield. Voilà, donc pour moi, c'était des grosses conneries, c'était du charlatanisme, enfin bref. Et puis, donc première fois que avec mes recherches internet, je vois le mot hypnose, bah, j'ai même pas cliqué dessus, hein, j'ai passé outre. Et puis c'est revenu régulièrement. Donc je bon, bah, effectivement, si ça peut être une possibilité pour, permettre d'aider un petit peu au niveau des insomnies. Donc du coup, je me suis renseigné. Je suis quelqu'un de très terre à terre. Et c'est pas parce que je suis devenu thérapeute que je suis plus terre à terre. Bien au contraire, je suis terre à terre et je reste quelqu'un Thérapeute, terre à terre. terre à terre, très clairement. Du coup, je suis allé m'enseigner un petit peu plus loin sur l'hypnose. J'ai pu lire des études scientifiques sur l'hypnose. J'ai vu que c'était pas du tout quelque chose d'énergétique ou bien de quoi que ce soit. Il y avait vraiment quelque chose de très, très scientifique. C'est du fonctionnement du cerveau. On reviendra là-dessus après pour définir un peu mieux ce que c'est que l'hypnose. Mais voilà, j'ai découvert quelque chose, en fait, effectivement, où c'est une méthode très terre à terre, étudiée scientifiquement, etc., etc. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, allez, j'ai rien trop à perdre, essayons ça». J'ai fait ma première séance d'hypnose pour mes insomnies.
allez, le soir même, j'ai fait 1 heure et demie pour m'endormir. Je me suis dit, bon, bah, si j'ai gagné une heure, une demi-heure, c'est déjà bien, c'est cool. Donc, tu as fait Mais de sans plus, l'auto-hypnose quoi. Non, ou tu non, as non, été l'hypnose thérapeutique, faire. c'est chez un professionnel. Ok. Voilà. Et puis le lendemain, j'ai mis 20 minutes pour m'endormir. J'ai dit, oh, là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et sans forcer, de manière très naturelle et tout. Enfin bref. Très intéressant. J'ai creusé encore plus et puis ensuite j'ai surtout utilisé l'hypnose aussi, typiquement en relation, de nouveau, comme on parlait avant avec ce premier podcast, avec mon parcours de vie, où j'étais de toute façon très dysfonctionnel. Là, j'étais revenu un petit peu dans le cadre, mais un petit peu par la force des choses, on dira. Donc ça restait, un peu tremblotant, on dira, comme mode de fonctionnement. Donc j'ai utilisé l'hypnose pour aller, ouvrir la marmite, ouvrir la boîte de Pandore et puis faire un peu de l'ordre dedans, très clairement. Donc je me suis formé à l'auto-hypnose, j'ai pu corriger une partie de mes dérives et de mes travers, pas tout ça parce que sinon ça devient chiant, mais On va pas rentrer sur ce terrain-là. voilà. Et puis du coup, j'ai vraiment pu aller, apprendre à me connaître, à me définir, à savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux pas, et cetera. Puis à développer ce que j'appelle, enfin à développer sans non plus, vouloir aller taper trop, mais à développer un début, en tout cas, d'hygiène mentale. Ce que j'appelle moi hygiène mentale, c'est-à-dire connaissance de soi, connaissance de ses limites, de ses schémas, de ses restrictions, de ses possibilités, et cetera. De se définir correctement. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon parcours justement, ma découverte de l'hypnose. Et puis, eh ben, j'ai trouvé ça, pour moi, ça a été la méthode qui a clairement changé une bonne partie de ma vie. Du coup, j'ai décidé de me former, de manière professionnelle à l'hypnose thérapeutique. Ça, c'était après le passage devant les barreaux. Derrière, ouais, devant, Devant, derrière, c'était devant les barreaux. dedans. Bien, bien. C'était en parallèle de ça, En justement. parallèle, ok. Parce que en plus, bah, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Le fait de se retrouver en tôle, avec mon parcours précédent, il y a eu quand même énormément de choses qui sont remontées à la surface, un miroir de ce que j'avais eu été aussi par rapport aux gens qui étaient dedans. Malgré le fait que j'avais les clés, j'étais dedans quand même aussi d'une certaine manière. Oui, oui. Entre les Voilà, barreaux, on va dire. voilà. Donc effectivement, il y a eu pas mal de choses qui étaient remontées, à savoir que en tant qu'agent de détention, il y a, surtout en formation, il y a un suivi psy qui est obligatoire, c'est de la supervision et puis, bah, justement avec genre en plus j'ai eu 2-3 histoires, bah, comme il peut y en avoir dans ce genre de milieu-là, 2-3 histoires assez intenses et marquantes. Du coup, il m'a fallu trouver justement des choses pour pouvoir, passer par-dessus, survivre et puis, composer avec, quoi. Et l'hypnose m'a beaucoup aidé à ce moment-là, justement. Donc ça s'est fait un peu en parallèle de ça. Voilà. Ça, c'est ma découverte et mes premières relations avec l'hypnose thérapeutique. Mm. Mais je pense que tu as remarqué que mes questions étaient assez pertinentes parce que, je veux dire, comme parcours de vie, pouvoir le situer avec ce que tu as expliqué Oui, dans les premiers podcasts, je trouve ça assez, comment dire, c'est un peu comme si tu te dotes de briques pour construire quelque chose que tu n'avais pas avant, ou tu avais des briques mais tu ne savais pas comment les poser, quoi. et c'est un peu ça. Et puis, c'est bien ce que tu dis là, c'est même très, très bien. Moi, c'est un peu comme ça aussi que je vois, puis qu'on pourrait définir l'hypnose puis son utilité. C'est pas magique, ça change pas les choses, par contre, ça les remet en perspective. Donc effectivement, bah, la construction, la bâtisse que j'avais créée avant, elle était Bancal, branlante. c'est ce qu'elle était, voilà. Puis l'hypnose m'a permis de remettre un petit peu de l'ordre là-dedans, pour qu'il y ait un petit peu plus de stabilité, puis que ça tienne la route, quoi. Voilà. Donc, T'as bien fait ça jusqu'à maintenant. merci. Ouais, Ne ça va. foire pas tout. Ça va pas trop mal. Pour le moment, je tiens, hein. Ok, ben maintenant que on a parlé de ton arrivée sur le thème, je pense que, bon, on a dit que Copperfield c'était pas bien. T'as dit de la merde avant, donc il y a déjà l'explicite, donc c'est de la merde. Euh, pour l'hypnose de spectacle, mais voilà, Ah, laissons le spectacle au Oui. spectacle. Mais c'est ça.
Mais c'est bien parce que ça permet d'en parler. Les hypnothérapeutes détestent l'hypnospectacle parce que ça donne une image qui est complètement faussée du truc. Moi, en fait, j'aime assez ça parce que ça permet d'en parler, puis ça permet de faire le parallèle. Parce que ça, on peut prendre une On a un point de image, référence. une situation que tout le monde connaît, que Ouais. tout le monde a vu, et puis on peut expliquer ce qui se passe derrière. Parce qu'il y Bien. a plein de mécanismes qui se passent derrière l'hypnospectacle qu'il n'y a pas du tout, ou qu'il y a un peu, mais pas de la même manière en hypnose thérapeutique, et ça, c'est très intéressant. Mhm. Voilà. Alors, définition de ça. Donc, la définition de l'hypnose, ma définition d'hypnose, donc l'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. On l'a vu déjà un petit peu la dernière fois, mais je répète un petit peu ce que c'est. Donc, c'est quelque chose qui est scientifiquement observé. Pas forcément prouvé parce que tout le monde est différent, et puis surtout le cerveau humain, chaque cerveau humain est unique, donc c'est pas tout à fait. Mais ce qu'ils observent scientifiquement, c'est que quand le cerveau fonctionne, il émet des ondes. Ça, c'est ce qui est observable et quantifiable. Et puis, eh ben, suivant le mode de fonctionnement qu'a le cerveau, il n'émet pas le même type d'onde. C'est qui il? Les J'adore cette scientifiques. question. Scientifiques, les neurologues plus précisément. Non, mais c'est toujours la même chose parce que quand on parle de il dans le complotisme, voilà, c'est très très large. Oui. Mais là, pour que ce soit, enfin, comment dire, dans la société actuelle, pour que ça ait une valeur, il faut la science, quoi. Ouais. C'est un peu comme ça. Mais effectivement, parce que la science, c'est du savoir, c'est pas des croyances, c'est du savoir. Voilà. Donc, ils ont prouvé par A plus B que ce qu'ils pensaient, ce qu'ils croyaient, parce que la science est toujours une croyance à la base, qui est vérifiée, prouvée, randomisée, etc., etc., pour croyance, qu'elle c'est le devienne moteur, par un exemple. savoir. Exactement. Donc, ce qui est observé, c'est justement ce cerveau qui émet des ondes. Si on dit que c'est un état modifié de conscience, ça veut dire qu'ils ont pris un état référence, qui est l'état qu'on a là, qui s'appelle l'état de veille active, en fait, si on veut. Voilà, ça c'est l'état référence. Et puis ensuite, le cerveau change de mode de fonctionnement dans un certain contexte, toujours pour quelque chose de bien précis. Et puis du coup, c'est ça qu'on appelle un état modifié de conscience. Le sommeil est un état modifié de conscience. Je ramène un autre paramètre. Voilà, On était sage à midi, oui, on s'est drogué au sucre oui, et non pas à l'alcool. tout à fait. Donc ça veut dire que notre cerveau ne fonctionnera pas de la même manière suivant ce qu'il a reçu. Il y a des influences. Il y a des influences, oui, bien sûr. Alors, si on prend la drogue, la drogue est un psychotrope. Donc, psycho, c'est la psyché. Trope, c'est qui modifie. Donc, oui, effectivement, une drogue, c'est quelque chose qui modifie le fonctionnement de la psyché. Donc si on essaye de faire une validation scientifique, suivant comment la personne vient, Complètement. on n'a pas la même référence. Complètement. C'est pour ça que c'est impossible justement à randomiser, donc à avoir un protocole fixe avec des outils fixes, et puis de dire, ben voilà, si je fais telle et telle action, il y a tel et tel résultat. C'est impossible. C'est pas une Voilà. machine. Non, on n'a pas. Les neurologues sont très clairs avec ça. Ils n'ont pas. Puis c'est pour ça que c'est une science qui est pas dire pas considérée, parce que elle est centrale, mais peu quand même, parce que justement, voilà, on est tous différents, et puis il n'y a personne qui réagit de la même manière aux mêmes stimuli. On peut avoir des grandes lignes, mais c'est hyper compliqué à fixer quelque chose de définitif et puis de réguler. J'arrête de te couper. Oui. Donc la question est plutôt comment est-ce que ça fonctionne dans les grandes Alors, lignes. attends, je finis de donner la définition justement de cette hypnose. Donc, l'hypnose, en fait, l'état d'hypnose, par rapport à cet état modifié de conscience, à ce mode de fonctionnement du cerveau, c'est l'état de somnolence, qui intervient avant l'endormissement et au réveil. Donc, on a tous 2 fois par jour au minimum. Celui qui n'a pas ça, il lui manque un bout du cerveau, cliniquement, il est mort. Voilà. Maintenant, cet état-là, il intervient dans un certain contexte qui est justement le sommeil. Le but de l'hypnose thérapeutique, c'est d'apprendre au cerveau à fonctionner sur ce mode-là, hors contexte, donc sans le sommeil. Puis de rester dans cette petite zone qui est parfois extrêmement courte, qui est la zone justement de somnolence. Voilà. L'état d'hypnose, c'est ça, et c'est que ça, c'est rien d'autre. Petite question, je me permets quand même. La micro-sieste, Ouais, tout à c'est fait. un petit reset qui fait du bien. C'est non exactement ça. Et alors, si tu veux quelque chose de très concret au niveau des ressentis, on a cette zone de somnolence là avant l'endormissement, la micro-sieste où tu es justement dans cet état un peu entre deux, où tu n'es pas dans le sommeil, tu es encore conscient un petit peu de ce qui t'entoure, mais tu es dans ce truc, c'est exactement cette zone-là, Ok. précisément. Voilà. Donc les gens qui croient « Ah, moi j'ai pas envie de dormir, je suis pas bien après », justement, n'y va pas. Il faut repartir de là. Ouais, c'est ça.
Ok. Et puis, en fait, le but d'aller dans cette zone-là, c'est que, ben, de nouveau, c'est ce qui s'observe scientifiquement, c'est que dans cet état de fonctionnement, le cerveau, les aires, ce qu'ils appellent les aires, donc les zones du cerveau, on a l'air de la marche, de la parole, etc., suivant l'action que je fais, c'est tel et tel air qui est allumé. En général, c'est un ensemble de zones qui sont allumées, on est bien d'accord. Il y a jamais une seule qui fonctionne, puis pas les autres, hein, ça c'est sûr. Mais dans cet état-là, il y a un peu tout qui est allumé. Donc en fait, il y a une ouverture, une possibilité, et du coup, le cerveau, il a la capacité de prendre de l'information et de la traiter de manière beaucoup plus pertinente, on dira, avec une ouverture, un prisme de lecture beaucoup plus large sur ce qui lui est proposé dans cet état-là. On pourrait dire que, bon, à l'ère d'Internet, on n'a pas les stimuli du téléphone déjà pour commencer, Mhm, qui nous font caquer. Puis en même temps, on n'a pas toutes les pensées qui viennent de on ne sait où, qui viennent nous bombarder un peu ce canal qui s'est installé. mhm. On peut dire un peu ça, c'est que on est plus focus. Ouais, c'est ça. Et effectivement, souvent on pense que l'hypnose c'est une sorte de perte de conscience, et puis non, en fait, l'information que le cerveau reçoit à ce moment-là, c'est plus une forme d'hyperattention. Mhm. Où le cerveau, au lieu d'utiliser quelques aires pour traiter l'information, il utilise la quasi-totalité des aires dont il dispose pour pouvoir traiter cette information-là. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que ça permet d'avoir un autre regard, ça permet de changer le prisme de lecture, en tout cas de compléter le prisme de lecture qu'a le cerveau sur une situation, puis du coup avoir un autre regard. Parce que le regard que porte le cerveau sur la situation va définir le comportement qu'il adopte. Donc si on peut changer ce regard, on peut modifier le comportement, à peu de choses près. Je reviendrai là-dessus après, bien sûr. Mhm. Voilà la définition de l'hypnose. Donc il n'y a rien il y a rien d'ésotérique, il y a rien de, c'est pas de l'énergétique, c'est du fonctionnement du cerveau. Point barre. Voilà l'idée. Punkt, comme disent les Allemands. Faut pas dire Schluss encore après derrière. Ok. Euh, Après, donc là, on a déjà répondu plutôt comment ça fonctionne aussi. Un La petit peu. définition. Alors, si on prend justement le fonctionnement, en gros, si de manière très vulgaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais si on sépare le cerveau en deux, Mhm. il y a la partie consciente, la partie inconsciente. La partie consciente, c'est celle dont on a conscience justement, c'est cette petite voix qu'on entend dans la tête qui parfois prend énormément de place. C'est ce qui peut être assimilé à l'ego aussi, c'est ce qui permet de se définir. Cette partie-là, donc la conscience, ses qualités principales, c'est qu'elle a la capacité de juger, de quantifier, d'évaluer, tout ça pour nous permettre d'organiser et de structurer notre quotidien. Donc, comme elle a cette particularité de juger, de quantifier, d'évaluer, son principal rôle à elle, c'est de nous tenir en sécurité. C'est de nous définir, nous, par rapport à mon environnement. Est-ce que mon environnement, il est agressif ou pas? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis pas capable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Voilà. Du coup, le but ici, comme elle a cette capacité, et puis comme ce devoir de nous tenir en sécurité, de nous définir, c'est elle qui va mettre aussi les limites et les barrières. Donc, ça veut dire qu'une personne qui n'ira pas faire de l'hypnothérapie parce que sa petite voix et son ego jugent que c'est dangereux puis que je suis pas en sécurité, puis parce que la personne qui sera là, elle va abuser de moi, Clairement. c'est cette histoire de sécurité. Ouais, voilà, c'est sa propre pensée. Et Mhm. puis c'est son ego qui pose à ce moment-là de dire, ben non, ça c'est pas bon pour moi, c'est pas, voilà, par rapport à ses connaissances, ses compétences, etc. Mhm. Je reviendrai aussi un petit peu là-dessus après parce que ça c'est très intéressant. Donc le but de l'hypnose, c'est de réduire le volume de cette part de conscience-là pour enlever certaines barrières, pour ouvrir des perspectives. Donc, ça veut aussi dire, par exemple, quand tu. Enfin, je pose juste les questions parce que Oui. j'essaye pour que ça fonctionne aussi dans ma tête, quoi. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on a un problème, ça peut être un traumatisme, par exemple, et puis on répète toujours le même schéma parce qu'on a Mhm. cette fameuse peur, c'est que l'hypnose va permettre d'agir sur cette voie-là qui veut dire chaque fois ah, attention, attention, attention. Simplement pour lui dire écoute, ma grande, calme-toi un peu, et puis on va la réduire, Je quoi. viens, Ok, je viens là-dessus mais après. voilà. Mais oui, tout à fait, exactement, c'est exactement ça. Je viens là-dessus après, je explique un peu plus précisément ça. Merci.
Donc le but ici, c'est justement c'est de réduire ce conscient-là, ouvrir les Mhm. perspectives pour pouvoir aller travailler sur la partie inconsciente. La partie inconsciente, on peut faire l'analogie, c'est un peu la banque de données de tout ce que tu as vécu et de tout ce qui fait que toi, tu es, par exemple, Rainy, comme tu es là maintenant. C'est ton système de pensée, ton système de valeurs, tes compétences, tes connaissances, etc., etc. Tout ça, ça inscrit à quelque part dans ton cerveau. Tout ce que tu as vécu, la manière dont tu l'as vécu, c'est inscrit à quelque part. On n'y a pas accès, on n'en a pas conscience. Imagine s'il fallait prendre une décision, puis à chaque fois refaire la totalité de son fil, du fil de sa vie, ce serait pas possible, ce serait pas viable. Puis imagine si on aurait à l'esprit, à la conscience, en permanence, la totalité de son existence qui repart en boucle, ce serait complètement handicapant, ce serait de l'autodestruction, quoi. Alors, c'est ce que je vois des fois autour de moi. Je- Sans être juge, enfin trop jugé, enfin je vais tempérer ma voix Mhm. intérieure. Non, je vois des fois que les personnes âgées euh, réagissent souvent avec leurs deux premiers cerveaux, quoi. Il y a un truc, ça réagit direct, c'est fuir, freeze ou bien je fight là. C'est un peu Et ça. puis ça sort jamais de ce mode-là parce qu'ils sont peut-être fatigués et puis. Les personnes âgées, ce qui se passe, c'est que effectivement, on sait qu'à partir de, je sais plus juste, mais je crois que c'est à partir de 25 ans, j'en suis sûr, mais ben voilà, le cerveau continue à se développer jusqu'à 25 ans, après une période de stagnation, puis après il baisse, ça veut dire qu'il perd des neurones. Ce Mhm, qui a été partiellement invalidé, parce qu'on pensait qu'il perdait des neurones, puis c'était définitif. Maintenant, les neurologues voient qu'en fait, il est capable de recréer des neurones. Ce qu'il y a de sûr, c'est que plus ça va, plus les neurones se spécialisent. C'est comme mhm. si tu faisais un geste, puis que tu le répétais. Plus tu le répètes, plus ce geste devient spécialisé. Ma D'un point de vue mémoire. neurologique, c'est exactement la même chose, hein, c'est Ok. exactement ça qui se passe. Et du coup, le cerveau des personnes âgées, il est hyper spécialisé dans certaines tâches. C'est pour ça qu'ils ont tendance à un peu radoter et puis à tourner en Mhm. boucle sur ce qu'ils connaissent. Ils ont moins de perspectives de développement, ils ont perdu une certaine plasticité neurologique, neuronale, et puis ce qui fait que ben, ils ont tendance à, voilà, à être ultra spécialisés dans leur domaine, puis du coup à avoir de la peine à quitter ce domaine-là. Mhm. C'est ça un peu comme ça qu'on pourrait expliquer cette situation des personnes âgées. Pour en revenir justement à cet inconscient-là, ce qui nous intéresse, c'est que en fait, ben justement, cette banque de données-là te définit. Donc elle nous définit, elle définit chacun d'entre nous. Donc en fait, c'est l'ensemble de ton vécu qui fait que tu es ce que tu as la lunette de lecture que tu as face à certains événements, et donc le comportement face à ces événements-là. Ce qui nous intéresse en hypnose, c'est d'aller réinterroger ces zones, ce système de pensée, et puis d'aller refaire de l'ordre dans cette armoire. Pour pouvoir justement, alors de nouveau, c'est un but thérapeutique, donc il faut qu'il y ait un problème, hein. Voilà, s'il n'y a pas de problème, je dis pas que ça sert à rien, ça peut être intéressant, c'est une expérience géniale, c'est cool, mais dans l'approche thérapeutique, on part d'une problématique avec un comportement qui n'est plus tenable, plus souhaitable par la personne, puis le but, c'est d'aller modifier ce comportement. Pour pouvoir modifier ce comportement, le principe de l'hypnose, c'est d'aller modifier le rapport à la situation. Comment mon cerveau définit, traduit l'expérience, la situation, changer son mode de lecture, son prisme de lecture sur cette situation pour pouvoir développer un comportement différent. Là, je viens de faire un parallèle dans ma tête. Oh là là. Ça, comment dire? On va dire que cette hypnose, enfin, si on va vers une thérapie d'hypnose, Mhm. c'est parce qu'on ressent quelque chose. Mais on l'a aussi utilisé dans le passé de façon un peu abusive avec les camps de redressement et compagnie. Complètement. Parce que, enfin, ce qui me fait, moi, les gens vont nous dire, mais comment il fait pour arriver là-dessus? C'est comme tu as dit, euh, répéter les choses pour reprogrammer. Et donc, ça veut dire que c'est toujours cette histoire du jugement. Donc, on revient à l'ego, du bien puis du mal. Donc, on a chacun un prisme de lecture plus ou moins différent. Mhm. Après, suivant dans quel groupe ou dans quelle bulle on végète, ben, on a forcément C'est plus ou moins influencé par la société, les par mêmes le... prismes, Bien quoi. sûr, ouais. Mais dès qu'on est opposé à des gens, Mhm. ben aussi politiquement, il y a le bien puis le mal, et puis suivant le groupe, enfin l'idée pensante qui est dominante, elle va essayer de corriger les autres, Ouais, quoi. tout à fait. Donc ouais, donc ceux qui croient pas en l'hypnose, ben ça peut aussi marcher différemment. Mais oui, mais bien Le sûr. mécanisme, Et quoi. alors, bah, tu vois, pour reprendre ton exemple là, dans une
dans un milieu, une institution totale notamment, une prison, un camp de concentration, etc. En plus, les personnes sont dans une détresse psychique à ce moment-là parce que les conditions font que, ce qui les amène dans un état modifié de conscience de toute façon. Et puis là, elles sont encore plus susceptibles d'aller engranger les informations dont on les assène au fur et à mesure. Ça, c'est clair, net et Donc, précis. si on veut tirer une conclusion, c'est que les gens qui jugent, ceux qui ont fait des actes dans l'histoire, Ouais, ne peuvent pas juger parce qu'ils n'ont pas été dans la même situation. c'est compliqué, ouais. Ouais, je veux Très dire par là que oui, maintenant, avec notre clé de lecture, on peut dire oui, on aurait fait différemment. Ouais. Mais dans le moment de détresse, comme tu décris, ben, on est Complètement. plutôt ouvert à ce genre de choses. Complètement. Et puis, on n'est pas Je, maître. je te fais le parallèle avec ça. Il y a une excellente expérience qui s'appelle l'expérience 1000 grammes. C'est une petite parenthèse, mais ça nourrit le sujet de toute façon quand même. Donc l'expérience 1000 grammes, ils en ont tiré la conclusion après-guerre, après 39-45, se sont dit: «Mais nom de bleu, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont devenus des véritables bouchers et puis des tortionnaires, monumentaux? C'est pas possible. C'est parce que c'est les Allemands, c'est» voilà et voilà. Donc il y a des scientifiques qui se sont dit: «Mais on va étudier ça, savoir comment ça se fait. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est par rapport au contexte? Est-ce que?» Et puis du coup, en fait, ce qu'ils ont voulu mesurer, c'est le rapport à l'autorité d'une personne. La capacité qu'une personne a à résister à l'autorité. Donc ils ont passé des annonces dans les journaux là, pour faire ce test-là et puis le principe du test, c'est que tu as l'autorité, un médecin qui présente, son étude là. Il le présente pas de cette manière-là. Il présente que c'est un test sur la douleur, je crois sur la tolérance à la douleur, quelque chose comme ça. Donc il présente ça déjà différemment, que l'idée de base, histoire de pas modifier les résultats, c'est le principe aussi scientifique, hein, très clairement. Et puis du coup, l'expérience, le déroulement de l'expérience, c'est que moi je suis ici, toi tu es dans un caisson en bas au fond là, je te pose des questions, puis si tu réponds juste, tant mieux, si tu réponds faux, je t'inflige une décharge électrique. Voilà. Et puis à mesure que tu réponds faux, je t'inflige des chocs de plus en plus violents, jusqu'à un choc mortel. Donc là, le but, c'est de tester justement avec le médecin qui est derrière. Voilà, il a répondu faux. Infligez-lui un choc électrique. Oui, non. Est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? La plupart des gens, si on leur demande comme ça, ils diraient non, bien sûr que non. Eh bien, il y a un pourcentage très élevé de la population qui inflige. Il y a un 90% de la population qui inflige des chocs électriques. Et puis, je suis plus sûr de mes chiffres, ce serait à fact-checker, mais je crois qu'il y a un 60% qui sont capables d'aller jusqu'à la zone mortelle. Et ça complète l'expérience qu'ils avaient fait à plusieurs reprises dans les universités américaines où ils ont isolé toute une classe et ils ont réussi à recréer la structure de l'Allemagne nazie, quoi. Ouais, Enfin, avec superviseur, etc. Et puis, ouais, et là, c'est l'effet de groupe. Et complètement. toi, tu décris Ouais. l'influence d'autorité De sur l'autorité, l'individu. exactement. Ouais. Ouais, je Et trouve puis, ça et, barge. et super intéressant parce que, alors ça, ils ont fait ça juste après-guerre, puis là, ils se sont dit, non, mais les résultats là, c'est pas possible, mon Dieu, en fait, on est tous des bourreaux, voilà. Allez, et puis ils se sont dit, allez, c'est parce que c'est après-guerre, la situation est encore C'est tendue, encore encore chaud. chaude. Ils l'ont fait pas mal d'années après, en plus sous forme de jeu, ça se retrouve, c'est des vidéos qui se retrouvent sur Internet, un jeu, une sorte de jeu télévisé avec le buzzer et Toshini, et c'était encore pire les résultats. Les résultats étaient encore pires. Donc voilà, c'est tout ça pour expliquer que justement le cerveau, c'est l'organe de traitement de l'information, mais comme il est là pour traiter l'information, il est facilement biaisable. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, Mm. qui sont très étudiés justement. Donc il est orientable, il est biaisable, et du coup d'en prendre conscience, puis de connaître un peu ces mécanismes, ça permet de s'y prémunir. Ça, on y va de toute façon, hein, ça c'est clair. C'est pas possible de ne pas être sensible à ces biais-là, mais par contre, d'en être conscient, ça permet de s'en prémunir un peu. Voilà. T'as réussi à placer bien. Biais cognitifs, t'as vu? Ouais, mais comme je te parle de ça pour travailler là-dessus. Je vais Non, revenir sur les biais cognitifs, tu vois. Non, c'est super. Euh, Merci. Voilà, donc justement, l'hypnose, le but de l'hypnose, c'est d'aller réinterroger ce système de pensée, ces sortes de casiers à valeurs, de casiers à souvenirs qui nous définissent, d'aller réinterroger, puis d'aller faire de l'ordre dans le cerveau pour que le cerveau puisse vraiment lire, traduire une situation de manière un peu différente
pour pouvoir changer le comportement. Il y a une donnée qui est assez intéressante aussi, qui de nouveau a été observée, mais pas complètement scientifiquement, c'est compliqué à pouvoir réellement la définir. Euh, Puis ouais, il y a des études qui valident, il y en a d'autres qui invalident, mais quand on vit quelque chose de traumatique, et puis quand je dis, puis attention, parce que derrière traumatisme, ça peut être un peu n'importe quoi, hein. C'est pas forcément le train qui nous fonce dessus avec le gros événement et tout, mais un coup de fil au mauvais moment, c'est déjà un stress, c'est déjà un D'accord. certain trauma, c'est un déséquilibre en tout cas. C'est quelque chose qui est pas très agréable. C'est un léger déséquilibre, ça c'est clair, comparé à un train qui te fonce dessus, voilà, on est d'accord. Mais ça reste un déséquilibre. Puis du coup, un déséquilibre implique que le cerveau va fonctionner d'une certaine manière parce que son but à lui, c'est de survivre. Donc, il va devoir fonctionner d'une certaine manière pour pouvoir tirer les éléments de la situation qui vont lui permettre de continuer à survivre. Donc, quand on vit quelque chose de traumatique, les neurones qui ont été sensibles à cette situation-là, ils ont tendance à faire des noyaux, à se grouper ensemble, faire des gros noyaux comme ça, des poches. Le but étant que ce noyau-là, de nouveau, c'est de la pure survie, hein, il puisse envoyer l'information au corps notamment, pour pouvoir réagir à cette situation de manière beaucoup plus pertinente, beaucoup plus rapide. De nouveau, c'est de la mécanisme de survie pur et dur. Le problème de ces noyaux-là, c'est que pour pouvoir être très efficaces dans l'envoi de l'information, ils ont tendance à se couper des autres. Ils font plus qu'envoyer de l'information, ils en reçoivent plus. Moins, pas plus, c'est exagéré, hein. Mais voilà, je Ah, mais c'est super parlant, ouais. mets le trait en très gras. Puis du coup, ils ont tendance à plus trop évoluer dans le temps. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer, par exemple, un petit enfant qui se fait charger par un berger allemand. Bah, déjà, le rapport poids-puissance, voilà, c'est normal qu'un petit enfant ait peur d'un berger allemand. Ça, c'est un événement traumatique pour cet enfant-là. Le cerveau va associer le chien au danger. Ce groupe de neurones-là va envoyer l'information chien égale danger, prépare-toi, fuir, combattre, etc. Ou bien fais le mort. Voilà. Si cette zone-là, elle n'est pas débranchée, elle n'est pas débriefée, si l'enfant ne fait pas l'expérience d'avoir des situations correctes avec des chiens, etc., ça peut donner, pas dans tous les cas, mais ça peut donner un adulte qui est phobique. L'adulte qui est phobique, si on lui demande si les chiens c'est dangereux, surtout s'il est phobique, il a appris son dossier par cœur, il sait très bien qu'il y a très peu de morsures, il y a encore moins de morts, qu'un chien c'est pas dangereux. C'est moins dangereux qu'une voiture, très clairement. Par contre, quand il va se retrouver devant le chien, il va paniquer total quand même. C'est cette partie de son cerveau-là qui associe toujours le chien à un danger et qui a potentiellement toujours les mêmes capacités qu'un enfant de 3 ans à répondre à cette situation, qui dit, ben oui, moi, vu les capacités que j'ai, c'est toujours un danger. Il n'a pas vu que la personne a évolué, a grandi, a pris du muscle, etc. Voilà. Mais là, on arrive sur l'éducation aussi. Bien sûr. Maintenant, je vais faire un exemple qui va faire rire beaucoup de gens. Tu prends l'armée, Mhm. ah bah, les Romains puis les Suisses allemands, excuse-moi, on n'a pas le même rapport d'autorité. Non. Puis si tu rajoutes encore le Jurassien que je suis, ben voilà, c'est Ouais. peut-être une des raisons pour lesquelles... Ouais. Mais clairement, et c'est là justement qu'on voit que l'environnement social dans lequel on grandit, les expériences, qu'elles soient humaines, sociales, peu importe, qu'on fait, formatent la manière dont notre cerveau a de voir les choses, et donc notre comportement. Et le but de l'hypnose, justement, c'est d'aller visiter ces zones-là. Mhm. Typiquement, si je prends ces poches de neurones qui fonctionnent de manière traumatique, puis d'aller leur dire, OK, cool, merci, tu m'as certainement beaucoup servi à un moment donné, c'est peut-être même grâce à toi que je suis encore en vie, suivant la situation. Puis en tout cas, le cerveau, c'est comme ça qu'il le perçoit, parce que lui, c'est vraiment c'est de la survie à ce moment-là. Mais maintenant, la situation a changé, j'ai d'autres besoins, j'ai d'autres capacités, et surtout, le comportement qui découle de cette situation, il est plus tenable parce qu'il m'empêche de vivre. Il me coûte plus que ce qu'il m'a rapporté à l'époque. Ouais, ça devient Du coup, comment changer ça? Puis là, paralysant, quoi. c'est exactement ça. Et là, handicapant en tout cas. Et puis là, le but de l'hypnose, c'est d'aller visiter justement ces zones et leur dire que cool, c'est bon, maintenant c'est passé. On peut faire autrement. Donc les deux stades, handicapant et paralysant, par exemple, c'est vraiment le truc, Voilà. là, il faut faire quelque chose, parce que Oui, sinon tu vas y passer, oui. d'une certaine manière, quoi. Et alors là, effectivement, et puis là, alors là, on peut rajouter cet élément-là, on dira la limite de l'hypnose, c'est pas du traitement d'urgence. Si ça va vraiment pas bien, il faut pas aller faire de l'hypnose, il faut aller voir un psychiatre qui fasse de la médecine d'urgence avec éventuellement une thérapie médicamenteuse avec pour stabiliser l'état du cerveau. Parce que si le cerveau il n'est pas suffisamment stabilisé, ça sert à rien d'aller faire de l'hypnose dedans. Il n'aura pas les ressources pour aller se réorganiser correctement. Parce qu'il est en mode ultra attentif, ultra danger. Et puis du coup, il va prendre l'information de manière un peu tronquée.
C'est un peu le truc un peu hyperactif, quoi. Voilà. C'est de nouveau, si tu te pètes une guibole, tu vas pas avoir un rebouteux. Tu vas avoir le médecin, tu vas avoir le chirurgien, il te la remet droit. Puis après, si tu continues à avoir mal, tu vas avoir le rebouteux. Mais Hmm. d'abord, tu vas avoir un médecin. Il y a un ordre. Oui, très clairement. Voilà un peu la définition, le fonctionnement, et puis plus ou moins à quoi ça sert. Maintenant, typiquement, ce qui est intéressant pour expliquer aussi, expliquer un petit peu comment ça fonctionne aussi. Donc, le but de l'hypnose, c'est de suggérer une nouvelle manière de voir les choses au cerveau. Parce que justement, dans cet état de fonctionnement qu'est l'hypnose, le cerveau est très attentif à l'information, puis il la traite de manière très large, et puis il a une capacité de traitement de l'information qui sont beaucoup plus larges. Du coup, le but, c'est de lui suggérer de l'information pour qu'il puisse changer son prisme de lecture, justement, pour qu'il puisse capter les événements différemment et donc changer de nouveau la réponse, donc le comportement à cette situation-là. Ce qu'il y a d'assez intéressant, ce qui a été étudié aussi, en tout cas observé scientifiquement, c'est que, de nouveau, c'est les neurologues, hein, ils ont pu observer que le cerveau inconscient ne fait que très peu, voire pas du tout la différence entre ce qu'il imagine et puis ce qu'il voit réellement. Alors, pour imager le truc, ils ont pris des sportifs, ils ont mis sous hypnose une batterie de capteurs un peu partout, comme ça, puis ils leur ont fait faire leur entraînement de sport uniquement dans leur tête. Donc le mec, il bouge pas du tout, hein. Voilà, puis dans sa tête, il court, il court, il court, ou bien je sais plus quel sport c'était, mais enfin bref, voilà. Il fait son sport à la fin de son entraînement mental, uniquement mental, tonus musculaire augmenté, la pression artérielle augmentée, il y avait même un mec qui avait transpiré, puis l'autre qui avait la capacité pulmonaire qui augmentait. Il n'y a pas qu'avec la cage, non? Bah, limite. Alors, pas autant, Non, je effectivement, comprends que bien. s'il avait réellement fait son... Mais quand même de manière significative par rapport à quelqu'un qui n'a pas bougé du tout. Tout ça pour expliquer que peu importe ce qui se passe dans ta tête, comme c'est la tête qui dirige et que le corps n'a pas de volonté propre, Mhm. ce qui se passe dans ta tête, le cerveau envoie de toute façon au corps l'information sur ce qui se passe là-haut dedans. Donc le cerveau est capable de s'inventer des propres réalités. Je suis capable, je suis pas capable. Pourquoi dans certaines situations, certains sont capables, d'autres pas? C'est la propre création. Factuellement, on pourrait l'être tous, mécaniquement. Oui, vas-y. Je lève la main comme à l'école. Jonas, c'est une histoire qui m'a trop fait rire, quoi. Euh, avec ma moitié, Viviane, on était parti à Londres. 2019, c'était comme ça. Mhm. Et puis, bah, comme d'hab, hein, pris l'hôtel, parti à Camden, puis on s'est dit, on va quand même faire un tour en ville, quoi. On arrive Oxford Circus, là, hein, grosse place, tout le bordel, là. On marche, tout à coup, il y a un pneu qui a pété. Mhm. Pneu d'un bus qui a pété. Ouais. La même seconde, tout Londres s'est retrouvé à plat ventre. Et les deux Valaisans plantés là au milieu, mais ils font quoi? Pas l'habitude des attentats chez nous, hein. Un peu moins l'habitude, en tout J'avais l'impression d'être dans un film, tu sais, y a tout le cas. monde qui se couche à tes pieds parce que Ouais. Rainy est là, quoi. Ça va, les gars, ça va, tout va Et bien. après, la Je tête gère. des gens qui ils ont compris que c'était un pneu, puis nous ont vus debout, puis nous du style, tu veux que je te donne la main pour te relever, quoi? Ah, c'était priceless, comme disent les Anglais, mais c'est exactement ça, quoi. T'es conditionné à quelque chose, Bien sûr. enfin, t'as créé tes fameux nœuds, et puis paf, couché. C'est exactement À ça. l'armée, ils auraient été fiers de nous, quoi. À ce Ouais, niveau-là, c'était du du... propre. Oh putain, 0,1 seconde, les gars, c'était super, quoi. Et de nouveau, Puis bah moi, voilà. j'étais peut-être mort. Mais oui, ils vivent dans un contexte où ils ont déjà vécu ça, donc leur cerveau a anticipé la possibilité que ça le soit, et ce qui n'avait pas forcément été ton cas parce que, hein. Puis ben du coup, comme le cerveau prend en considération cette donnée-là, eh ben il crée un comportement en réaction à ça justement. Oh, maintenant, je rajoutais juste que moi, j'ai rigolé comme un con. Et Mais après coup, on allait boire un verre, on s'est dit, ouais, mais si ça avait vraiment putain, été c'est là, vraiment bah un nous, on se indice. serait ramassé par une... Premier de fauché, ouais. Voilà, mais voilà, comme quoi, des réactions différentes dans des milieux différents qui sont dues à des traumatismes ou, voilà, Ouais, gestion de la peur ou bien du complètement, danger. complètement. Qui sont inhérentes à notre environnement justement, et puis ben on vit pas tous dans le même environnement, ce qui fait que de manière très anatomique, on a le même cerveau. Mm. À quelque part. Il est composé, on est tous composés de la même manière, ce cerveau-là. Mais par contre, ce qui fait le fonctionnement de ce cerveau, la structure de ce cerveau, la pensée, alors ça, c'est le truc, c'est la question piège
pour les scientifiques, c'est quoi la pensée? Il y a encore personne qui a pu définir ce que Oui, c'était, ni expliquer d'où ça vient, c'est quoi qui anime ce truc, c'est quel est voilà, on sait pas. Ça, alors ça, c'est, personne qui a su répondre à ça, de manière très, voilà, scientifique, établie et cetera et cetera. Ça, c'est impossible, pour le moment, en tout cas. Mais justement, cette construction de la pensée, elle est influencée par notre vécu qui est influencé par le milieu social dans lequel on existe, par l'éducation, par et cetera et cetera et cetera. Puis c'est ça qui fait l'individu qu'on est. Mm. Et puis l'individu qu'on est définit comment on vit la situation et du coup, de nouveau, le comportement. Le but de l'hypnose, c'est d'aller revisiter un peu tout ça, d'aller retrouver un équilibre avec ça pour que ça redevienne fonctionnel. Mais de nouveau, du moment que c'est dysfonctionnel, parce que si c'est pas dysfonctionnel, on vit tous avec des petits des Voilà. déséquilibres, on dira, des comportements qui sont. Mais tant que c'est viable, bah, c'est viable. Mais des fois, on les corrige avec d'autres trucs qui sont un peu déséquilibrés et puis on Complètement. obtient notre équilibre Mais complètement, exactement. qui est différent. Et de nouveau, tant que c'est viable, ok, c'est bon, ça sert à rien d'aller consulter ou quoi que ce soit. Par contre, du moment que c'est plus viable, alors là, oui, s'orienter vers une thérapie. Et bah, typiquement, le profil des personnes en général qui viennent en hypnose, c'est souvent des gens qui ont un peu tout essayé avant. Et puis c'est un peu la dernière solution, quoi. Alors, il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui, ben, un peu comme moi, qui sont énormément renseignés avant, et puis ils ont dit, ah, bah tiens, là, ça paraît pertinent, je veux essayer ça. En général, ces gens-là savent exactement pourquoi ils sont là, Mm. ils ont des données précises par rapport à ça. Il y a les personnes qui ont un peu tout essayé, qui ne croient pas trop, qui croient encore justement, on va revenir avec ces trucs de spectacle. Mais ben voilà, ils sont un peu à bout, ils ont tout essayé, il y a un peu tout qui a échoué, ou bien alors avec plus ou moins de résultats. Puis du coup, il dit, bon, bah, pourquoi pas, allons-y, au point où j'en suis, de toute façon, plus rien à perdre. Et puis voilà, et puis il y a un troisième type, c'est les gens qui sont un petit peu plus, qui sont adressés, ceux-là, c'est ceux que je préfère le moins personnellement, qui sont adressés par quelqu'un, par un spécialiste, par un médecin. Le gros problème, pour que l'hypnose puisse avoir un effet, ça demande énormément de participation de la personne. Alors le groupe 2, pour moi, c'est ceux qui ont lâché prise, Ouais, qui savent qu'ils viennent oui, ici, on est en lâché prise. ouais. Et puis le groupe 3, c'est ceux que j'appelle le groupe la Wunderwaffe. C'est ceux qui cherchent l'arme qui tombe du ciel, qui Voilà, règle tous les problèmes. et c'est exactement ça. Et Et ceux-là, ça, bah, non, voilà, si t'as pas de volonté en face, non, clairement. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagas jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée,